Il y a des choses dans la vie que l'on ne choisit pas. Notre famille, notre couleur de peau, la taille de notre bite, bref, plein de choses. Parmi elles, il y a notre lieu de naissance qui a de fortes chances d'impacter notre club de cœur. Et si certains ont la chance de supporter des clubs importants au niveau européen ou à minima régulier à haut niveau, oui, la chance, entre guillemets, vous voyez pas mais je fais mes guillemets avec les doigts. Enfin bref, si certains supportent ces clubs, d'autres supportent des équipes dont on ne parle pas, sauf quand elles jouent contre les gros. Des équipes pas forcément mauvaises, quoique, mais fluctuantes et instables. Parmi ces clubs, on retrouve le mien. Enfin, c'est pas réellement le mien en fait, c'est celui de Bernard Serin, et encore, pas à 100% parce qu'il y a des actionnaires, donc juridiquement, le FC Metz, mon club de cœur, c'est le FC Metz. Et donc, à défaut que personne n'en parle sur YouTube, si ce ne sont les chaînes communautaires, autant que je m'y colle. Et je vous vois venir, mais on s'en fout, nous, on supporte pas Metz. Fais-nous un énième mercato idéal de Manchester United ou du Barça comme tout le YouTube Game Foot. Et nous saoule pas avec ton club de paysans. Et vous avez sûrement raison, tout le monde s'en fout, mais pas moi, ni mon papa d'ailleurs, ni les 243 000 followers du FC Metz sur Insta. Donc cette vidéo elle est pour les fans du FC Metz et pour les fans du Sénégal, et uniquement eux. Non, j'abuse, en vrai elle est pour tout le monde. Donc asseyez-vous et sortez le premier vêtement grenat que vous avez, parce qu'aujourd'hui, on parle du FC Metz. 2 juin 2024, le FC Metz reçoit Saint-Etienne dans le cadre du barrage retour afin de se maintenir dans l'élite. Et ce match, le FC Metz se doit de le gagner. Puisqu'à Geoffroy Guichard, les hommes de l'Aslo Bologna ont perdu 2-1, ce qui fait qu'ils commencent ce match en étant virtuellement d'ores et déjà relégués. Et pour remonter au score, les joueurs auront la chance d'être portés par un stade Saint-Symphorien bouillant et bruyant. Mais dès les premières minutes, les Messins vont prendre un premier coup de massue avec l'expulsion de Papa Amadou Diallo. Et alors que les Grenats sont réduits à 10, ils vont faire ce qu'ils savent faire de mieux, donner de l'espoir. À la 17e minute, sur un contre éclair et une partie de flipper entre Kouao et Udol, Lamine Camara allume le stade Saint-Symphorien et les filets de l'Arseneur. 8 minutes plus tard, le héros géorgien Mikotadze obtient, tire et convertit un penalty permettant à Metz de passer devant sur les deux matchs. Et il assoit alors son statut de roi. Mais 10 minutes plus tard seulement, les Messins encaisseront un but qui les poussera jusqu'aux prolongations. Cependant, avec la fatigue et le sous-nombre, Wadji réussira à planter le but de la relégation pour le FC Metz. Outre des larmes sur les joues des Mosellans ainsi qu'une série de messages prétentieux de la part des Stéphanois qui seront karmatisés un an plus tard, merci Le Havre, ce match va entraîner pléthore de changements au sein du club messin. Tout d'abord, pour le plus grand bonheur de tous les supporters, le coach roumain, qui a toujours eu comme unique plan de jeu de tout concentrer sur Mikotadze, va quitter le club. Or, il ne sera pas le seul à faire ses bagages puisque Pierre Dréossi deviendra le nouveau directeur sportif du RC Lens. Et ça, pour le coup, les Lensois, je m'en excuse. Et entre-temps, il a eu le temps de se faire virer. Cependant, cette restructuration au niveau de l'organigramme messin passera aussi par de nombreux départs au sein de l'effectif. Tout d'abord, des départs logiques puisqu'en Ligue 2, le FC Metz ne peut conserver ses stars et ainsi Lamine Camara rejoint l'ASM. Mais surtout, après 2 saisons historiques à l'échelle messine, le roi Georges quitte une bonne fois pour toutes le club. Ensuite, le club se sépare d'autres joueurs importants, tels que Danley Jean-Jacques qui va prendre son visa pour les States, ou encore l'enfant du club, Arthur Atta, qui va remplacer Samardzic à l'Udinese, et qui est depuis la cible de la Lazio. Enfin, le club réussit à se débarrasser de nombreux indésirables trop payés pour ce qu'ils font, et promis, je parle pas de toi Endoram. Mon bébé, oh là là, mon chouchou, mon chouchou. Au total, on décompte pas moins de 17 départs durant l'été, ce qui est énorme, mais toujours moins que le front de Barella. Énorme. Et tous ces départs vont entraîner une totale refonte du club au niveau sportif qui sera menée par 2 hommes, les Batman et Robin au crâne dégarni, Frédéric Arpinon et Stéphane Lemignan. Ancien joueur de Metz, Nîmes et Nice, Frédéric Arpinon a connu plusieurs expériences avant de rentrer dans l'organigramme messin. D'abord scout pour le club, il deviendra le manager général de Génération Foot au Sénégal en 2022, avant d'arriver en juin 2024 au club messin pour devenir directeur sportif. Dès son premier mercato, Fredo va d'ores et déjà plus convaincre que Pierre Dréossi, ce qui est pas tellement compliqué, en signant 5 joueurs qui auront une importance capitale au cours de la saison. Tout d'abord, le gardien sénégalais de 27 ans, Papsi, dont l'ensemble de la com autour de son arrivée se basait sur des jeux de mots entre sa taille et son nom de famille. Et oui, le CM du FC Metz a du talent. Mais mis à part lui, Frédéric Arpinon ne va cibler que des milieux de terrain pour ce mercato. Le premier d'entre eux sera le prometteur milieu défensif de 18 ans, Alpha Touré, qui va s'avérer très utile en fin de saison. Ensuite, Frédéric Arpinon va signer en prêt Jesse Dominguez, qui malheureusement avait le défaut d'avoir plus de 8 ans, ce qui empêchait le RCSA de le conserver. Il fera aussi revenir l'enfant du club Gauthier Hein, qui va devenir le véritable meneur de jeu de cette équipe. Enfin, après la fin du marché des transferts, l'expérimenté mais pas cramé Benjamin Stambouli viendra compléter ce milieu de terrain. Mais ces recrues doivent être inclus dans le collectif en les faisant cohabiter avec les éléments bien installés dans le 11 tout en faisant progresser les jeunes déjà au club. Et ce sera la mission d'un homme qui va réussir à faire tout ça à la perfection. Et cet homme, c'est Stéphane Lemignan. Et c'est un profil assez étonnant pour le FC Metz, puisque sur ces dernières années, le club messin avait l'habitude de recruter des entraîneurs parasites de Ligue 1, comme, Antonetti et Bologna en fait. Tandis que Stéphane Lemignan est un coach en ascension qui a passé des années à Boulogne, Créteil et Concarneau, et qui connaît sa plus grande expérience ici à Metz. Inspiré par les travaux d'entraîneurs au jeu ambitieux, tels que Christian Gourcuff et Guardiola, Lemignan va arriver avec des principes très forts et très marqués. J'adore rire.
Si on doit résumer le jeu de Le Mignan en une seule phrase, bah on peut pas. C'est pour ça que j'en ai fait un chapitre. Comme je l'ai dit, il est influencé par des entraîneurs au jeu offensif, mais surtout en ce qui concerne Guardiola, à la flexibilité de dispositif. De ce fait, Le Mignan va prôner un jeu porté vers l'avant pour évidemment gagner, mais surtout produire des émotions positives de préférence. Ce qui change le plus avec les anciens coachs messins, c'est son approche du groupe. Là où ses successeurs se centraient sur un joueur primordial qui devait endosser le rôle de sauveur à chaque match, lui va privilégier le collectif aux individualités. Cela va alors permettre de mettre en place les piliers d'une équipe qu'il veut voir durer dans le temps, qu'il veut bâtir, comme il l'a assez répété en interview. Sur le terrain, l'équipe va majoritairement évoluer au cours de la saison en 4-4-2. Cependant, l'équipe évoluera au total en pas moins de 6 dispositifs différents avec plus ou moins de réussite. Comme vous le savez si vous avez vu la vidéo sur Bournemouth, un dispositif sur le papier, c'est loin d'être un dispositif dans la réalité. En phase défensive, on a pu majoritairement voir un 4-4-2 avec un FC Metz qui a principalement défendu en laissant jouer l'adversaire. Cependant, on a pu voir à certains moments du match un pressing en surnombre. Mais ce pressing a souvent été mal exécuté, ce qui faisait que dès lors que les joueurs adverses se sortaient du pressing, la défense se retrouvait très vite en sous-nombre. Ce qui a forcé le gardien à énormément sortir de sa surface ou un défenseur de faire un retour héroïque, ce qui faisait que l'équipe avait de grosses difficultés en contre. De plus que la jeunesse du groupe ainsi que le fait que les joueurs n'avaient pas un long passif ensemble, faisait que sur certaines actions défensives, les joueurs se regardaient pour savoir qui devait intervenir, ce qui a concédé beaucoup d'occasions. Et enfin, pour finir, le FC Metz a perdu énormément de points et encaissé des buts sur des erreurs individuelles. T'es trompé. Mec, il a pas... Alors, c'est vrai que commencer la présentation tactique comme ça, c'est pas une bonne manière pour dire comment est-ce que je crois en ce FC Metz. Néanmoins, cela ne l'a pas empêché d'être la deuxième meilleure défense du championnat, juste après le champion Lorientais. Et ça, c'est notamment dû à la qualité des joueurs et on va y revenir plus tard. Généralement, en phase offensive, le 11 passait en 3-5-2 avec une très grande importance de la verticalité. Lorsque la défense avait la balle, l'objectif était de faire des sorties de balle propres en quelques passes sans la péter devant. Après, c'est le principe de faire une sortie de balle propre. C'est pas faux. Pour cela, les centraux cassaient des lignes en cherchant les pistons très offensifs sur les côtés ou alors les ailiers qui rentraient dans l'axe. Dans tous les cas, si un des joueurs de côté avait la balle, l'autre venait dédoubler en attaquant soit la ligne pour le piston, soit le demi-espace pour l'ailier ou le milieu. Tout ceci pour envoyer un centre dans la surface en espérant que quelqu'un le reprenne. L'avantage également de ce dispositif est de récupérer les ballons très haut, mais aussi de passer très vite de peu à nombreux en attaque. Or, c'est très sympa de vous parler de la tactique, mais si je vous parle pas des joueurs, finalement vous en savez pas plus sur Metz. Justement, qui sont les hommes avec un grand Z et un grand Zub qui vont évoluer dans ce dispositif? C'est à toi de répondre, mec. Si on a vu beaucoup de rotations dans l'équipe, surtout au début de saison, un 11 peut quand même se dégager. Tout d'abord, le vétéran, le tonton, l'ancien Alexandre Oukidja va débuter la saison dans les cages en faisant globalement du Oukidja. C'est-à-dire qu'il est capable du meilleur comme du pire, et c'est dans le pire qu'il est le meilleur. Parce que pour le coup, là où il a de très bons réflexes et où il est capable de sortir des arrêts vraiment impressionnants, d'un autre côté, il a une mauvaise lecture des trajectoires sur les profondeurs. Et parfois, là, je lui joue des tours puisqu'il commet des boulettes plus qu'évitables. On a pu voir le très solide Ismaël Traoré, et qui est le vieux, accompagné des plus jeunes Aboubacar Lo et surtout le très prometteur Sadibou Sané. Sané et Lo ont à peu près les mêmes qualités, à savoir une belle vitesse, une plutôt bonne relance, appuyée par un bon placement et une bonne qualité de tacle et d'interception. Sauf que le défenseur sénégalais de 20 ans a ses qualités à un niveau supérieur. Sur le côté gauche, le capitaine, que dis-je, le héros, que dis-je, la légende, Mathieu Hudol gère parfaitement le rôle de latéral offensif. Il est très intelligent offensivement, solide défensivement malgré un petit problème au duel aérien et a connu sûrement sa meilleure saison. Il apporte énormément aux attaques messines. De l'autre côté, l'homme sur qui je ne dirai jamais de mal, mon chouchou, Kofi Kwao, a sorti une saison plus que solide. Si vous ne le connaissez pas, on peut le comparer à un enfant hyperactif du fait de son explosivité et son investissement. Sûrement le latéral droit le plus rapide de Ligue 2, il a une très grosse qualité technique et apporte beaucoup offensivement avec ses montées. De plus, sa grosse vitesse et son cardio lui permettent d'enchaîner les montées et les descentes. Un peu comme le FC Metz finalement. Cependant, quelquefois, il fait des choix que l'on peut qualifier de douteux. Au sein du double pivot du 4-4-2, Stambouli et Deminguet assurent la récupération ainsi que la transition vers les offensifs. Les deux sont doués d'une superbe qualité technique et d'une superbe qualité de passe, qui en font des super milieux relayeurs. Du haut de ses 20 ans, Papa Amadou Diallo s'est installé sur l'aile droite où il a pu démontrer ses qualités de dribble et de vitesse, faisant de lui un ailier intérieur plus que prometteur. Si ce n'est un certain manque à la finition, l'ailier sénégalais a toutes les qualités pour devenir un très bon joueur en puissance. De l'autre côté, le Gambien Ablaye Diallo est celui qui a joué le plus en cette première partie de saison. Un gaucher au profil très dribbleur qui a souvent été clutch cette saison en inscrivant des buts importants dans des moments clés. Enfin en pointe, on retrouve aucun réel numéro 9. Tout d'abord, sur le côté droit de l'attaque, Gocheain a été le véritable leader offensif de cette équipe. Il n'a pas hésité à décrocher pour aller chercher les ballons au milieu de terrain et même en défense. Très mobile, le français a été plus qu'utile en étant le créateur d'occasion de cette équipe via sa qualité de passe et son intelligence de jeu. Le joueur est également très intelligent dans ses déplacements, qui permettent d'ouvrir des espaces permettant à ses coéquipiers de s'y imbriquer. Il a été le joueur qui faisait bouger cette équipe offensivement. Pour finir, l'ailier tchèque Tidiane Sabali a été repositionné en pointe par le Mignan, et si ça semblait étonnant dans un premier temps, cela s'est avéré être une véritable réussite. Cette saison, le joueur a pris une épaisseur faisant de lui une valeur
sûr de l'équipe. Rapide, technique et très intelligent dans ses mouvements, le Sénégalais a connu de très loin sa meilleure saison. Justement, avec ce 11, le FC Metz va pouvoir lancer sa saison. Cependant, la phase aller ne sera pas forcément un immense succès. Le FC Metz commence sa saison en recevant Bastia et on voit directement la patte du nouvel entraîneur. Mais comme je l'ai dit, les joueurs doivent apprendre à se connaître. Et en plus de ça, les titulaires que je vous ai présentés avant ne sont pas tous dans le 11, ni même arrivés en ce qui concerne Stambouli. Et sur des erreurs de Hein, Oukidja et Sané, parce que oui, il fallait un sacré alignement des planètes quand même, Bastia ouvre le score. Il faudra attendre la toute dernière seconde pour voir Ablaye Diallo égaliser sur un coup franc du feu de Dieu. Et par la suite, les Messins alterneront entre des victoires et des matchs nuls grâce à un immense Sabali qui va enchaîner les buts du fait de son repositionnement. Le club connaîtra des résultats très positifs tels qu'une victoire face au numéro 1 parisien et un match nul contre le futur champion Merlu. Cependant, quoi de plus messin que de se faire surprendre par le 18e Troyen, contre qui le FC Metz va perdre. Le club connaîtra également 2 autres défaites et 4 autres matchs nuls sur la phase aller, mais avec des victoires supplémentaires face à Caen, Ajaccio, Guingamp, Dunkerque et Amiens, le club se placera finalement 4e à la 17e journée. Cependant, les principes de Lemignan sont de plus en plus assimilés. On sent que l'équipe est soudée et le jeu prôné par le coach est à la fois plaisant et efficace. Gauthier, Hein et Sabali régalent offensivement, même si le Sénégalais connaît à mi-saison une période vierge. Udol et Kwao apportent autant offensivement que défensivement, le milieu est parfaitement contrôlé, et la défense, Sané ou Sané Traoré, est bien solide. De plus qu'en sortie de banc, le Suédois Asoro vient tuer les défenses en fin de match, mais surtout le jeune Bokele vient dynamiter les fins de match grâce à sa vitesse, son explosivité et ses dribbles. Ah, parce que je vous ai pas parlé de Bokele, le franco-camerounais Bokele est un pur produit du club qui est devenu un élément central dans la rotation de Lemignan. Malgré tout, si cette équipe n'est que 4e, c'est pas pour rien. C'est pas anodin. Oui, parce qu'ils ont pas gagné tous les matchs. Oui, mais il y a une raison. Déjà parce qu'on n'est pas dans Inazuma Eleven, mais surtout du fait de plusieurs points majeurs, dont 2 vont être corrigés durant le mercato hivernal. Dans un premier temps, même si Sabali a bien assuré en tant qu'attaquant de pointe, il manque un vrai neuf qui pèse sur les défenses dans les duels aériens. Un neuf tueur capable de marquer dans toutes les positions. Et ça, les Messins vont le trouver à Génération Foot avec le neuf le plus prometteur du Sénégal. Le neuf le plus prometteur d'Afrique même. Le neuf le plus prometteur du monde. J'en fais beaucoup trop. Mais faut me comprendre parce qu'il a relégué Kwao à la 2e place de mes joueurs préférés de cette équipe. Enfin bref, Idrissa Gueye arrive à Metz. Gueye, c'est l'attaquant de pointe qu'il fallait à Metz. Souvent utilisé comme un pivot ou un renard des surfaces, il a toutes les qualités pour devenir l'attaquant préféré de ton attaquant préféré. Il prend les appels qu'il faut quand il faut, il est intelligent dans ses mouvements et dans ses choix. Il a un jeu de tête tellement puissant que son front a été qualifié d'ovni par la NASA. S'il avait été à New York en 2001, les tours... Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Même si sur les derniers matchs, il a connu des entrées difficiles. Surtout en ce qui concerne son jeu balle au pied. Il doit tout de même énormément s'améliorer sur son point ainsi que sur sa compréhension du jeu. Même si dans les équipes jeunes du Sénégal ainsi qu'à Génération Foot, il a démontré qu'il avait certaines qualités balle au pied. Mais outre ce problème en pointe, Lemignan et Arpinon décident de s'attaquer au cas le plus épineux à Metz depuis des années. Le prix du kebab en tribune ouest? Non, j'ai dit des sujets épineux, pas tabou. Mais plutôt le cas d'Alexandre Oukidja. Alexandre est un des joueurs les plus clivants au sein des supporters messins. Si beaucoup l'adorent pour sa longévité et parce qu'il a sauvé à de nombreuses fois les fesses de l'équipe, d'autres n'en peuvent plus à cause de ses erreurs et de son caractère. Et c'est vrai qu'il a coûté des points durant cette première partie de saison. De plus qu'il est vieillissant. De ce fait, le FC Metz recrute en prêt le gardien emblématique du Standard de Liège, Arnaud Baudard. Aussi, le club voit le départ du central/défenseur gauche Falikande à Venise, qui sera remplacé par le défenseur de D2 turc Michel Mboula. Idrissa Gueye prendra la place de Hein en attaque, qui prendra lui la place de Diallo. Mboula profitera de la blessure de Traoré et de l'eau pour devenir le titulaire, et Baudard remplacera Oukidja dans les buts. De plus que Stambouli et Dominguez se blesseront au fil de la 2e partie de saison et qu'Alpha Touré viendra combler les trous. Et encore une fois, Arpinon signe des joueurs importantissimes pour cette saison. Avec ces nouveaux hommes, le meilleur club de Lorraine est armé pour viser la montée. Nous aussi on est chargé en armée, petit fils de pute. Et pourquoi pas plus? Il y aura pas plus que ça. Voilà, je vous spoil, il y aura pas plus que ça. Et le FC Metz va commencer la phase retour par un nul contre Lorient. Puis il va enchaîner des victoires pendant 5 matchs interrompus par un match nul contre Bastia. Pour la 24e journée, les Messins vont accueillir l'AC Ajaccio. Dès le début, Hein a décidé de me faire lâcher un petit cri. Cependant, plus le match avance, plus les Messins vont rater des occasions et les Corses gagner du temps. Vous aussi, vous la sentez cette odeur de but de gag à la dernière minute? Si c'est le cas, vous avez raison, puisque sur un coup franc rentrant, Baudard relâche la balle afin de ne pas rentrer dans le but avec. Mais c'est trop tard, puisque l'ACA va tuer le match contre le cours du jeu, et oui, j'en râle encore. Toi et tous les Sénégalais qui sont à Paname avec toi. Par la suite, les Messins enchaîneront encore les victoires avant de perdre la 2e place suite à un nul contre le dernier de Ligue 2. Et ils ne vont plus jamais la revoir. Par la suite, qu'importe le résultat, le FC Metz restera 3e et finira par devoir jouer les playoffs contre l'USL Dunkerque. Dans un stade de Longeville-les-Metz rempli à craquer, les Messins domineront mais ne réussiront pas à faire plier les Dunkerquois qui refuseront le jeu. Mais comme dirait la sauvagerie au micro, tu viens, tu te fais agresser, qui t'a invité? L'ancien vendeur de la boutique du PSG marque contre son camp. Et c'est bien fait. Merci Sarah Frézou d'avoir créé un monstre. Cependant, la montée n'est pas pleinement obtenue, puisqu'il faut encore se défaire
faire de la Ligue 1 rémoise. Et au match aller au stade de Longeville où les places étaient à 27 €, les Messins ont su ouvrir le score par l'intermédiaire de la personnification du club grenat, à savoir Mathieu Hudol. Cependant, le géant Papsi se fera tromper par un coup franc rémois qui forcera les Messins à finir le travail à Reims. Et dans ce match dont la première mi-temps a donné l'envie à beaucoup de gens de jouer à la roulette russe avec 6 balles dans le barillet, les Messins vont commencer à se faire peur avec des erreurs de relance et des maladresses techniques. Et alors que les Rémois ne font que pousser, ils vont être récompensés par un excellent appel de Anchtia qui ne va laisser aucune chance à Papsi. Mais étonnamment, après ce but, les Messins vont faire ce qu'ils savent faire de mieux, donner de l'espoir. Et encore une fois, les Grenats vont s'en remettre à un seul homme, le meilleur joueur de la saison messine, Mathieu Hudol. Dès cet instant, les Messins vont prendre l'ascendant psychologique sur les joueurs du stade de Reims, les forçant alors à aller aux prolongations. Les Messins vont conserver le ballon, faire tourner, et le rapport de force va changer. Et alors que Götze avait fait un début de match compliqué pour pas dire nul, et alors que tout le monde s'attend à ce qu'il frappe, le Français va simplement faire une talonnade vers Alpha Touré, qui va marquer son premier but, mais qui va surtout marquer l'histoire du club, puisqu'il va signer le retour du FC Metz en Ligue 1. Mais le match est loin d'être fini, et avec le FC Metz, on peut s'attendre à encaisser un autre but avant la fin des prolongations. Mais pas cette fois, parce que les joueurs sont gonflés à bloc, ils ont encore du jus, et en ce qui concerne Götze, une grosse paire de couilles. Une paire dont il va se servir sur un contre. Au lieu de jouer le 2 contre 1 comme tout être censé, il va tenter un lob du milieu de terrain pour humilier l'international sénégalais. Et ça y est, à 3-1, le match est plié, Metz a gagné, et moi, j'ai kiffé. Peu importe le scénario de fin de saison, ce premier exercice sous le contrôle du duo Le Mignan-Harpinon aurait été vu à bien des égards comme une réussite, avec des manques en début de saison en attaque et au milieu de terrain, parce qu'effectivement il manque toujours un numéro 6 de grande taille capable de récupérer les ballons dans les airs. L'équipe a su produire un football plaisant, dangereux et surtout à construire un collectif soudé. S'il est sûr que certains joueurs partiront, le club peut capitaliser sur des talents du centre de formation comme Ndukidi, Majo ou encore Mbala, et aussi sur des jeunes de génération foot, même si évidemment il faut renforcer cet effectif avec des recrues. Tout ce qui est sûr, c'est que le début du projet est plus qu'intéressant et promet le meilleur pour l'avenir.